professeur Alpha Condé ont passé à revue l'ensemble des questions liées au développement entre les deux États. Et puis cette bonne nouvelle pour le monde rural avec l'inauguration de la première usine d'engrais en Guinée, une action qui vient propulser la production agricole dans notre pays. Enfin, le centre médical communal de Ratouma fait pour neuve offrir des soins de qualité dans un cadre idéal. Tel est le credo des initiateurs de ce projet de rénovation du CMC de Ratouma. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Ellen Johnson-Sirleaf, présidente du Libéria, était ce vendredi à Conakry. Le renforcement de l'axe de coopération entre Monrovia et Conakry est au cœur de l'entretien qu'elle a eu avec le président guinéen, professeur Alpha Condé. La rencontre s'est déroulée au CAS à Bellevue. Le compte rendu est signé Abdul Karim Condé du bureau de presse de la présidence. Les chefs d'État ont eu un tête-à-tête au CAS Bellevue basé sur le renforcement de la sécurité le long des frontières entre les deux pays, les dispositions à prendre pour mettre une fin définitive à la fièvre hémorragique à virus Ebola dans l'intérêt des populations des deux pays, empêcher la résurgence du fléau, la conjugaison des efforts communs des pays de la Mano-River Union pour lutter contre le terrorisme figurait en bonne place pendant le tête-à-tête des deux présidents. Son Excellence, Mme Ellen Johnson-Sirleaf, a félicité le professeur Alpha Condé pour sa nomination comme chef de file pour le développement de l'énergie en Afrique. C'est à l'aéroport international de Conakry-Bessia que la présidente libérienne a pris son avion pour Monrovia. Peu après son départ, son Excellence Mme Makali Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a lu le communiqué final. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence Madame Ellen Johnson-Sirleaf, présidente de la République du Libéria, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite d'amitié et de travail le 6 mai 2016 à Conakry dans le cadre des consultations périodiques entre les deux chefs d'État. À son arrivée à l'aéroport international de Conakry-Bessia, son Excellence Madame Ellen Sirleaf Johnson a été accueillie par son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Cette visite a été pour les deux chefs d'État une occasion propice pour réaffirmer leur attachement au renforcement des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Durant ce séjour, les deux présidents ont eu un large échange de vues sur les questions bilatérales africaines et internationales. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des liens historiques de solidarité, d'amitié et de coopération unissant les peuples libériens et guinéens. Les deux présidents se sont vivement réjouis des efforts mutuellement consentis dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, dont l'éradication définitive a été saluée par leur peuple ainsi que par la communauté internationale. Ils ont à cet effet décidé d'œuvrer ensemble à la mobilisation de toutes les ressources nécessaires en vue d'empêcher la résurgence de ces fléaux qui a endeuillé les populations et freiné l'élan de développement socio-économique des deux pays. Eu égard à la menace terroriste et en raison de la porosité de nos frontières, les deux parties ont décidé de renforcer leur coopération en matière de dispositifs sécuritaires, en procédant à un échange régulier d'informations et à la mutualisation des efforts en vue d'empêcher l'accès de leur territoire par les mouvements terroristes. Les deux chefs d'État ont également manifesté leur ferme volonté de coopération dans le secteur minier afin de faciliter le développement des projets dans leurs pays respectifs dans un cadre de synergie et de mutualisation des initiatives. Un groupe de travail sera mis en place à cet effet. Concernant la situation socio-politique en République de Guinée, son Excellence professeur Alpha Condé a donné à son hôte de marque de larges informations et lui a fait part de ses louables initiatives en vue du maintien de la paix et de la sécurité pour le développement du pays. Son Excellence Mme Ellen Johnson-Sirleaf a elle aussi informé son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, la situation socio-économique
qui prévaut au Libéria. Au plan africain, les deux chefs d'État ont apprécié l'évolution significative des positions communes prises au sein de la Mono River Union, de la CEDEAO et de l'Union africaine quant au bien-être socio-économique, l'intégration, la paix et la sécurité dans leur pays. Ils ont cependant déploré la persistance de certains foyers récurrents de tensions dans quelques pays africains ainsi que le terrorisme et l'extrémisme religieux qui menacent la stabilité africaine et mondiale. Les deux chefs d'État ont en outre vivement condamné le terrorisme international et ses attentats subséquents survenus récemment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Nigeria, au Niger, au Cameroun, au Tchad, pour n'en citer que cela. Ils ont réaffirmé leur ferme engagement à combattre ce fléau conformément aux dispositions de la Convention africaine de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf a félicité son frère et ami pour sa désignation en qualité de chef de file par ses pairs pour le développement de l'énergie en Afrique. Son Excellence professeur Alpha Condé a réaffirmé sa détermination en faveur de ce programme d'énergie. Il a émis le souhait de concrétiser les questions d'intégration, de coopération sud-sud et triangulaire. Leurs Excellences, Mme Ellen Johnson Sirleaf et professeur Alpha Condé ont noté avec satisfaction leurs identités de vue sur l'ensemble des questions nationales et internationales évoquées, ainsi que le parfait climat d'entente et de cordialité qui a marqué leurs entretiens. Au terme de son séjour de travail en République de Guinée, son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf a remercié son Excellence professeur Alpha Condé, le gouvernement et le peuple de Guinée pour la qualité de l'accueil et les marques d'hospitalité légendaires dont elle-même et sa délégation ont été l'objet. Son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, a adressé une invitation à son Excellence professeur Alpha Condé pour effectuer une visite d'amitié et de travail au Libéria. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique, fait à Conakry le 6 mai 2016. Pour la République du Libéria, son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, pour la République de Guinée, son Excellence professeur Alpha Condé. Au terme de sa visite d'État et d'amitié, la présidente Sirleaf a quitté Conakry cet après-midi. Elle a été accompagnée par le président Condé. Ce déplacement a permis de passer en revue l'ensemble des questions liées au développement socio-économique des deux États. Le cérémonial de départ, c'est avec Mahmoud Bari. Au terme de sa visite d'État et d'amitié à Conakry, la présidente du Libéria a regagné son pays. Elle a été raccompagnée à l'aéroport international Conakry-Bessia par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce déplacement a permis aux deux dirigeants de parler de sécurité transfrontalière, des efforts consentis dans la lutte contre Ebola, des programmes de résilience, mais surtout de relance des économies du Libéria et de la Guinée durement éprouvées par le virus Ebola. Professeur Alpha Condé et Ellen Johnson Sirleaf ont rappelé la nécessité de renforcer les mesures d'éradication de la maladie à virus Ebola. Cette visite a été mise à profit pour réaffirmer leur volonté à renforcer l'axe Conakry-Monrovia dans l'intérêt des populations des deux États. L'hôte de professeur Alpha Condé a apprécié les initiatives du président de la République, surtout en matière d'intégration sous-régionale et africaine. La présidente du Libéria a vivement apprécié l'engagement de professeur Alpha Condé à maintenir un climat de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine. La dynamisation des organes d'intégration et la nécessité de renforcer les consultations entre les chefs d'État de la région ont été abordées. C'est donc une présidente du Libéria comblée qui a pris congé de son frère et ami, professeur Alpha Condé, ce vendredi. Au
Autre titre de l'actualité, inauguration ce vendredi de la première usine d'engrais en Guinée, l'œuvre de la société Tokuna Guinée, avec une capacité de production estimée à 400 000 tonnes par an. La réalisation de cette unité industrielle vient booster les efforts du gouvernement dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie inaugurale. Ibrahima Keïta du bureau de presse de la présidence. Voilà la première unité industrielle d'engrais de la Guinée, Toguna S à Guinée. Une unité qui répond à la vision du président de la République, professeur Alpha Condé, qui veut faire du secteur agricole le moteur de la croissance de la Guinée. C'est exactement le 12 du mois dernier que cette usine a produit son premier sac d'engrais. C'est donc avec sourire aux lèvres que le chef de l'État a officiellement lancé les travaux de production de la première usine d'engrais de la Guinée ce vendredi. Professeur Alpha Condé a ensuite visité cette usine qui, selon les spécialistes, travaille sur carte, donc capable de produire n'importe quel engrais pour n'importe quelle culture. A précisé qu'elle a une capacité de production de 400 000 tonnes par an pour un investissement total de 4 millions de dollars américains avec à la clé la création de centaines d'emplois. Après avoir rendu hommage aux chefs d'État maliens et guinéens pour leur implication personnelle dans la réussite du projet, le PDG de Toguna a rassuré les producteurs guinéens. Au président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, mes sentiments de reconnaissance. En droite ligne de cette vision du professeur Alpha Condé visant à mobiliser les acteurs paysans et non paysans pour faire de l'agriculture le moteur de la croissance et de la lutte contre la pauvreté. Toguna Agro-Industrie a estimé utile de s'investir auprès des autorités guinéennes par l'installation d'une unité de production d'engrais qui comprend une station de production de type bulk blending d'une capacité de 400 000 tonnes par an, une unité d'ensachage de dernière génération d'une capacité de 400 000 tonnes par an, un laboratoire aux normes internationales pour analyser les matières premières et les produits finis, un bâtiment administratif avec toutes les commodités. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, a saisi cette occasion pour inviter les opérateurs économiques et autres investisseurs à profiter des avantages qu'offre la Guinée dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Cette usine qui va produire et distribuer de l'engrais dans tout le pays contribuera de manière substantielle à la création d'emplois et de richesses, luttant ainsi contre la pauvreté et la faim. Les caractéristiques techniques de cette usine, qui rassure qu'elle produira des engrais de qualité et couvrira les besoins des agriculteurs guinéens, qui sont de 100 à 300 000 tonnes, avec les aménagements actuellement réalisés et prévus dans les prochaines années. Ceci me réconforte car la dite usine comble un vide qui, auparavant, était assuré par des importations. Mettant l'accent sur le développement tout court de la Guinée, professeur Alpha Condé s'est d'abord félicité de l'excellence des relations entre la Guinée et le Mali. Pour le président de la République, le secteur agricole, appuyé par celui de l'industrie, est un passage sûr pour assurer le développement de tout pays. Nous avons initié la journée des paysans. Nous avons décidé d'accompagner les paysans en mettant à leur disposition des engrais et des insecticides. Mais à l'époque, nous étions obligés d'importer ce qui nous coûtait des devises. Grâce à notre frère, président directeur général de Toguna, désormais, nous pourrons acheter l'engrais sur place en Guinée. Cela veut dire que progressivement, même les paysans les plus pauvres pourront avoir accès à l'engrais. Qu'est-ce que nous souhaitons? C'est que la Guinée, l'agriculture ne dépende plus seulement de la pluie, mais que nous puissions produire 2 ou 3 fois par an grâce à l'irrigation, aux engrais, aux pesticides. Et aussi, augmenter le rendement de nos paysans. Car aujourd'hui, le rendement de nos paysans est en moins d'1 tonne à l'hectare. Alors que le projet que nous avons avec l'Afrique du Sud
et le Vietnam nous fait faire 7 tonnes à l'hectare. Notre souhait donc est d'arriver à ce que nos paysans fassent 4 tonnes à l'hectare, ce qui va permettre à la Guinée de multiplier sa production agricole par 8. C'est là extrêmement important quand nous nous projetons vers l'avenir. Après la satisfaction des besoins des paysans guinéens en engrais, Tuguna Guinée compte dans l'avenir intervenir dans les pays voisins avec le slogan « Aider la terre à nourrir les hommes ». L'intégralité de l'inauguration de la toute première usine d'engrais en Guinée, c'est juste après ce journal. Dans le reste de l'actualité de semaine après son arrivée, la mission du Fonds monétaire international a bouclé ses travaux ce jeudi à Conakry. Elle a porté sur les consultations au titre de l'article 4 de cette institution, une activité qui a permis de voir les données économiques de la Guinée de 2012 à nos jours. Les détails avec Boubacar Ba. Les négociations de la mission du Fonds monétaire avec le gouvernement au titre de l'article 4 du Fonds monétaire, consacré essentiellement sur l'exécution budgétaire de 2012 à 2015, se sont achevées sur une note d'espoir. L'expert du Fonds monétaire a fait remarquer que les autorités guinéennes ont fait des progrès significatifs dans la réduction des déséquilibres macroéconomiques depuis la dernière consultation de 2012. Les principaux succès comprennent la baisse significative de l'inflation de 22% en 2011 à 7,5% à fin mars 2016. Le système de gestion des finances publiques a été renforcé par l'adoption du gouvernement organique des finances publiques, la création d'un compte unique du Trésor et un nouveau code des marchés publics conforme aux meilleures pratiques internationales. D'autres réalisations concrètes incluent la forte amélioration de la fourniture d'électricité provenant du nouveau barrage Caleta. Il reste cependant entendu que la performance globale est restée en deçà des grandes attentes du gouvernement dues aux énormes conséquences de la maladie à virus Ebola, la faiblesse des coûts des matières premières et les réserves budgétaires et externes. Des conséquences qui font que la moyenne en termes de croissance ne dépasse pas les 1,8% contre 7,6% attendus. À compter de 2016, l'espoir est permis. La croissance pourrait atteindre les 3,7% avec une inflation à un chiffre et les réserves de change vont dépasser les 3 mois d'importation. L'administrateur guinéen du groupe des 24 pays africains croit fermement à la relance de l'économie guinéenne. Les indicateurs macroéconomiques au 31 mars sont bons et ces indicateurs répondent aux objectifs du programme en cours. Et je suis très content de la vision des autorités actuelles pour faire de la Guinée un pays émergent dans un futur très proche. À la lumière des résultats obtenus, le ministre des Finances, gouverneur de la Guinée pour le Fonds monétaire et son suppléant Lounséni Nabé de la Banque centrale sont déterminés à relever le défi. La mission du Fonds repart avec un certain nombre de points de vue de la partie guinéenne et nous espérons que ce rapport sera très bientôt communiqué. Voilà. Aujourd'hui, la politique monétaire est arrivée à atteindre un objectif assez appréciable, non seulement au niveau de la maîtrise de la liquidité, mais aussi au niveau de ce que cela peut avoir comme influence sur la stabilisation du taux de change après la réforme que la Banque centrale a opérée. Les autorités du Fonds monétaire soutiennent les objectifs généraux et les réformes du nouveau gouvernement Yula et recommandent de prioriser les projets en tenant compte des financements disponibles et des capacités d'absorption eu égard à la faiblesse de la qualité des ressources humaines dont nous disposons. Dans l'actualité encore, le centre médical communal de Ratouma change de visage. La structure sanitaire fait peau neuve grâce au projet HAS-C3 sous financement de l'USAID. La stratégie s'inscrit dans le cadre de la relance du système de santé post-Ebola, mais surtout offrir aux communautés des soins de qualité dans un cadre idéal. Le point avec Adia Toubari. 21 ans après son existence, le centre médical communal de Ratouma retrouve son éclat. L'établissement est entièrement rénové par le projet HC3. Peinture du bâtiment, climatisation des salles d'accouchement, réhabilitation du réseau électrique et d'adduction d'eau sont entre autres travaux réalisés par le projet. Les responsables du CMC s'engagent à préserver ce acquis. Les défis qui nous interpellent pour l'heure sont l'entretien continu de ce bijou qui nous est livré aujourd'hui, l'amélioration de la qualité des prestations et l'instauration d'un dialogue fructueux
entre population et travailleurs du CMC à travers un comité installé à cet effet. Nous nous engageons à relever ces défis. Les travaux de rénovation du centre médical communal de Ratoma ont duré 3 mois. Ils sont financés à hauteur de 300 millions de francs guinéens par l'USAID, principal bailleur de fonds du projet HC3. Quand on ne peut pas aller dans la communauté et leur dire de venir utiliser les services de santé quand il n'y a pas de services de qualité dans ces structures. Nous avons notre bailleur de fonds qui est l'USAID a accepté que nous utilisions une portion du fonds pour rénover. Notre objectif, en fait, c'est comment faire revenir la population vers les structures sanitaires. Nous espérons qu'après les interventions communautaires que nous avons faites, après la rénovation, et nous allons continuer la promotion de ces services de qualité, la population viendra utiliser ces services de qualité. Ce programme de rénovation du centre médical communal de Ratoma, réalisé par HC3, vient appuyer le gouvernement dans sa politique de relance du système de santé après Ebola. Une de nos priorités, c'est l'offre de soins de services de qualité à nos populations. Cela passe forcément par l'amélioration de l'infrastructure de santé. Donc le fait que HC3 et l'USAID nous aient entendus, le fait qu'ils se soient inscrits, comme je dis, sur notre plan stratégique, nous ne pouvons que nous en réjouir. À côté de ça, vous avez vu, il y a de nouveaux climatiseurs, mais il y a des difficultés d'énergie. Ils ont un petit groupe de 5 kVA et nous allons leur livrer donc un groupe électrogène. En 2015, le centre médical communal de Ratoma a totalisé près de 26 000 consultations. Le taux de fréquentation risque d'augmenter avec cette rénovation faite par le projet HC3. Et puis face au dérèglement climatique, les acteurs de l'environnement se concertent en toile de fond élaborer un plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan devrait permettre au pays de mieux adapter ses politiques en tenant compte des effets engendrés par la dégradation de la nature. Mamadou Alpha Baldé pour plus de détails. Devenu une préoccupation planétaire, le changement climatique touche l'ensemble des pays. En Guinée, les principaux fleuves devraient perdre 30% de leur capacité dans les prochaines années. 17% des terres agricoles ne seront plus utilisables. Une baisse drastique de la pluviométrie est aussi annoncée. Pour limiter les impacts du phénomène, la mise en œuvre des mesures d'adaptation s'avère impérative. On va encore une fois travailler sur les changements climatiques, c'est-à-dire quelles sont les conséquences pour votre pays, pour la Guinée. Et après, on va travailler juste comment est-ce qu'on peut intégrer les défis des changements climatiques dans les différents secteurs. Parce que les changements climatiques ne touchent seulement par le secteur d'environnement, mais aussi bien sûr d'autres secteurs. Parler d'infrastructures par exemple, et de femmes et d'autres secteurs qui sont bien touchés par les changements climatiques. Et on essayait d'élaborer une feuille de route. Comment est-ce qu'on peut intégrer les aspects du changement climatique dans la politique guinéenne? Le plan national d'adaptation, c'est un plan qui permet aux pays les plus vulnérables de s'adapter. Donc c'est pourquoi tous les pays qui sont les pays d'Afrique par exemple, qui sont les plus vulnérables, doivent élaborer leur plan national d'adaptation au changement climatique. C'est ce qui nous permet vraiment de résister face aux effets néfastes des changements climatiques. Avec l'appui du PNUD, ces cadres de différents départements devront participer durant 4 jours à l'évaluation de l'ensemble des secteurs vulnérables au changement climatique. En ligne de mire des organisateurs, la mise en place de politiques permettant d'anticiper, voire minimiser les impacts négatifs du changement climatique. Nous ne pourrons lutter contre ce phénomène mondial par nature que par une action concertée. Il nous faut à présent aller plus loin et plus vite pour réduire les émissions mondiales de manière à maintenir la hausse des températures en dessous de la barre de 2 degrés Celsius, tout en s'adaptant aux conséquences inévitables des changements climatiques auxquels nous devons d'ores et déjà faire face. Aujourd'hui, les conséquences du changement climatique sont perceptibles dans bon nombre de localités.
Le plan national d'adaptation permettra à la Guinée d'épouser les meilleures stratégies en vue de subir le moins possible les effets du dérèglement climatique. Les leaders de la réforme administrative à l'école des défis de la fonction publique en termes de changement organisationnel et de communication en gestion. C'est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui de la Banque mondiale. La formation est pilotée par l'École nationale de l'administration publique du Québec. Explication, Baba Kouyaté. Les points focaux de la réforme administrative apprennent les défis du leader de la fonction publique guinéenne en termes de changement organisationnel et de communication en gestion. Une initiative de la Banque mondiale à travers l'unité de coordination et d'exécution des projets pour soutenir les réformes entamées par le gouvernement guinéen. La résultante, ça sera non seulement une prise de conscience, mais des outils concrets pour aider les gens à aider la réforme de l'État. Il y a des changements à faire ici, c'est indéniable. Donc, il faut apprendre à agir en leader, à mobiliser les gens et à gérer les changements qui vont être impliqués par les changements qui sont souhaités. Une dizaine de ministères est choisie pour cette phase pilote. Les nouveaux leaders vont faire face à l'épineuse question de résistance face au changement de comportement. La priorisation des activités et l'autorité de pilotage des projets sont de nouveaux défis à relever. Notre défi non moins important, c'est le défi lié à l'autorité de pilotage et de coordination des réformes. Comment mettre en cohérence ces différentes réformes mises en œuvre par-ci, par-là, pour créer une certaine homogénéité et pour réussir pleinement, n'est-ce pas, nos actions de réforme. Pendant 5 jours, ces leaders vont tenter de maîtriser ce nouveau thème sur la réforme de l'État, un thème essentiellement axé sur la gestion et la communication. L'Association des fondateurs d'écoles privées de Guinée tient sa 3e assemblée générale. L'événement réuni ce vendredi au Palais du Peuple les fondateurs des différentes écoles privées de Conakry et de l'intérieur du pays. La FEPGI veut fédérer l'ensemble des acteurs de l'enseignement privé en Guinée. Le reportage est signé Bernard Tonguino. Au cours de cette assemblée générale, les fondateurs et partenaires des écoles privées définissent des nouvelles orientations du secteur de l'enseignement privé. Orientation qui plaide notamment en faveur d'un solide partenariat entre les écoles privées d'une part et d'autre part entre l'État et l'enseignement privé. La FEPGI a pour ambition de rassembler les écoles privées à tous les niveaux autour d'une seule vision, s'unir pour faire face aux défis qui nous assaillent, qui assaillent le secteur d'enseignement privé. C'est l'enseignement qui favorise l'émergence des talents. Aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir d'un enseignement de qualité et compétitif se joue à la base, préscolaire, primaire, secondaire et professionnel. C'est à ce niveau que les investissements doivent être importants. C'est pourquoi nous lançons à cette tribune un appel pressant pour une mobilisation plus grande et plus forte de toutes les écoles privées de la Guinée. Il faut une synergie d'action entre les acteurs du secteur et entre l'État et tous les intervenants. Devant le ministre de l'enseignement préuniversitaire, représentant les ministres en charge de l'éducation, les fondateurs d'écoles privées sollicitent plus d'attention de la part de l'État. Une attention qui passe par le renforcement des capacités des écoles privées pour une éducation de qualité. Depuis l'avènement de la 3e République, d'importantes réformes et innovations ont été introduites pour qualifier notre méthode d'enseignement et créer de meilleures conditions de travail pour l'ensemble des écoles et établissements du secteur public et privé. Tout en saluant votre initiative, nous, ministres en charge du système éducatif, conscients de la part considérable des effectifs des écoles évoluant dans le secteur privé, surtout dans les centres urbains, exprimons notre disponibilité à vous accompagner pour une meilleure compétitivité de l'enseignement guinéen et pour une éducation pour tous. Les travaux de la 3e Assemblée générale de l'AFEPGI porteront sur la révision des textes de l'association, l'adoption du plan d'action 2016-2018, des travaux qui seront couronnés par l'élection des nouveaux bureaux exécutifs à la tête de l'association.
En déplacement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation dans la commune rurale de Dialakoro, préfecture de Mandiana, cette localité située le long de la frontière entre la Guinée et le Mali, a été récemment le théâtre d'affrontements entre différentes populations. Le général Bourema Condé est allé prêcher la bonne parole sur les pas du général ministre Fodi Bangali Fofana. En route pour Dialakoro, où il est attendu par les populations de la localité, c'est ici d'abord à Koundian que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait son arrêt sur ses frères d'armes de cette unité militaire de production agricole de Koundian. De là, nous voici à Dialakoro, une des 11 communes rurales que compte la préfecture de Mandiana. Elle est située à 120 km du chef-lieu de la préfecture. Ici, à Dialakoro, dans le district de Kanté de Balandou, précisément dans le secteur de Kédiana, les accrochages sont très fréquents entre Guinéens et Maliens. Très attendu dans la localité, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à la tête d'une forte délégation, est venu transmettre le message de compassion du président de la République, professeur Alpha Condé. On ne le dira jamais assez. Guinéens et Maliens doivent se considérer, comme on l'a toujours dit, comme les deux poumons d'un même corps. Mais hélas, aujourd'hui, pour des petits placers aurifères, pour des périmètres agricoles de moindre importance, chaque fois c'est des pertes en vies humaines. Il fallait venir porter le message de compassion du président de la République. Faire un peu le point avec les populations de Dialakoro et de Kanté du Balandou, des avancées actuelles entre nos deux gouvernements par rapport au positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est la détermination des coordonnées géographiques de chaque point litigieux. Après ce premier travail, il faut faire un report cartographique et sur des cartes consensuelles, côté guinéen et côté malien. Actuellement, nos techniciens sont sur ce travail parce qu'on n'en finira avec ce problème que lorsque l'on aura fait la matérialisation. Et la matérialisation, c'est le bornage. Tant que cela n'est pas, nous allons toujours enregistrer, hélas, n'est-ce pas, des accrochages meurtriers entre des frères, entre des pères, entre des sœurs. Le 8 février dernier, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et son homologue malien, avec leurs techniciens de part et d'autre, ont travaillé sur ce sujet. Très prochainement, une délégation guinéenne est attendue au Mali. Mais d'ici là, et du côté guinéen et du côté malien, il est nécessaire que les citoyens observent la retenue. Enfin, un détour au pays de l'oncle Sam avec cette réunion sur la réforme du secteur de la justice en Guinée. Les débats se sont déroulés au siège des Nations Unies. Les progrès réalisés en matière de lutte contre l'impunité et l'apport de la communauté internationale pour soutenir ces efforts ont été passés au crible. Les grandes lignes de cette rencontre, c'est avec Mamadi Touré, représentant de la Guinée auprès des Nations Unies. Il est au micro de notre correspondante Fatoumata Samoura. Nous venons de conclure une réunion très importante pour la justice en Guinée. Il s'agit de la réunion de la formation Guinée au sein de la commission de consolidation de la paix. Cette réunion fait en fait suite à la requête que le président avait faite dès 2012, suite aux progrès qui ont été réalisés dans la réforme du secteur de la sécurité. Il m'a donc instruit d'intervenir auprès du secrétaire général, Ban Ki-moon, pour une assistance du système des Nations Unies au renforcement de la chaîne pénale en Guinée. Et qui dit chaîne pénale dit la justice, la police et les prisons. Donc nous avons eu des échanges très intéressants sur les priorités de la Guinée. Le ministre Sako a fait, je dirais, un plaidoyer robuste et j'espère convaincant pour que ses partenaires appuient le projet qui a été soumis, donc le projet qui a été préparé par le PNUD, qui est à hauteur de 2 millions de dollars. Et on a aussi entendu la présentation de M. Alvarez du PNUD, qui est point focal global pour la réforme de la justice, de la police et des prisons. Et ils ont préparé un projet en coopération avec le Haut Commissaire des droits de l'homme. Donc ce projet a été présenté au
aux partenaires. Et ce projet avait été mis en veilleuse à cause de l'épidémie à virus Ebola. Nous sommes très satisfaits pour le moment et parce qu'il y avait un engouement, un intérêt pour ce projet. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.